C'est une échéance qui restera gravée dans les annales de la géopolitique moderne, comme le point de bascule vers une confrontation d'une ampleur inédite. Un moment de tension extrême où l'aiguille de l'horloge diplomatique s'est arrêtée brutalement pour laisser place au fracas des armes. Le président Donald Trump avait été d'une clarté chirurgicale dans ses exigences, posant sur la table un ultimatum dont les termes ne laissaient aucune place à l'ambiguïté ou à la demi-mesure. La République islamique d'Iran devait, sans délai, procéder à la réouverture totale et inconditionnelle du détroit d'Ormuz, mettre un terme définitif à l'intégralité de son programme nucléaire et accepter de s'asseoir à la table des négociations pour un nouvel accord global. Le message envoyé de Washington était un avertissement ultime, une mise en demeure signifiant que, passé le délai imparti, l'US Navy et les forces stratégiques américaines accompliraient par la force ce que 40 années de diplomatie tortueuse, de sanctions économiques et de pression internationale n'avaient pu obtenir. La date butoir avait été fixée avec une précision métronomique, au 6 avril, à minuit pile, heure de Washington. Alors que les yeux du monde entier étaient rivés sobrement sur les horloges, attendant un signe, une dépêche ou un mouvement de la part de Téhéran, l'Iran a choisi une voie qui allait sceller son destin immédiat, celle du mutisme. Ce ne fut pas un refus formulé par des communiqués véhéments ou des discours enflammés devant les caméras de la télévision d'État, mais un silence pesant, glacial, qui a résonné dans les couloirs du Pentagone et de la Maison-Blanche. À minuit et 1 minute, ce 6 avril, aucun haut responsable iranien n'avait pris la parole. Aucun canal diplomatique, qu'il soit officiel ou informel via les médiateurs habituels, n'avait transmis le moindre signal d'une volonté de négocier. Et le détroit d'Ormuz, ce verrou stratégique par lequel transite une part vitale du pétrole mondial, demeurait obstinément fermé au trafic commercial pour la 7e semaine consécutive, étranglant l'économie globale. Ce silence iranien fut interprété, sans l'ombre d'un doute, comme la réponse définitive au président américain. Et à minuit et 3 minutes, le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a reçu l'ordre d'exécution pour le paquet de frappes le plus massif et le plus dévastateur jamais autorisé contre le territoire iranien depuis le début des tensions. Ce qui s'est produit dans les heures qui ont suivi n'était pas une simple opération de représailles tactiques comme celle observée par le passé. Il ne s'agissait pas de viser quelques batteries côtières isolées ou des plateformes de lancement de missiles mobiles TEL. L'objectif était infiniment plus ambitieux et systémique. Il s'agissait de démanteler méthodiquement l'infrastructure même qui permettait à l'Iran de fonctionner en tant qu'État capable de soutenir un conflit naval et militaire de haute intensité. La cible était le cœur battant de la logistique et de la puissance nationale, incluant les centrales électriques, les ponts stratégiques essentiels au mouvement des troupes, les installations de raffinage de carburant, les nœuds de communication nationaux et les derniers actifs navals significatifs que l'Iran possédait encore dans les eaux du Golfe Persique et de la mer d'Oman. Pour saisir la portée historique de cette nuit du 6 avril, il est impératif de comprendre la mutation profonde de la doctrine militaire appliquée par l'US Navy. Jusque-là, les engagements s'étaient limités à des frappes tactiques, ciblant des moyens militaires directement impliqués dans des agressions contre les forces américaines ou leurs alliés. Mais ce nouveau paquet de frappes marquait le passage à une stratégie de dégradation de la capacité étatique. L'idée directrice était de priver le pays de sa capacité à générer de l'électricité, à transporter du carburant, à coordonner ses forces à l'échelle nationale et à déplacer ses ressources militaires terrestres de manière cohérente. La logique était implacable. Sans électricité, les réseaux de radars iraniens, qui dépendent pour une large part du réseau civil national, s'éteignent inévitablement. Sans carburant raffiné, les générateurs de secours des bases militaires s'épuisent en quelques jours seulement. Sans les ponts stratégiques, le mouvement des batteries de missiles entre les provinces devient un cauchemar logistique, multipliant les délais d'intervention. Sans communication nationale sécurisée et fonctionnelle, la coordination entre les centres de commandement s'effondre dans un chaos informationnel. Ce n'était pas une attaque frontale contre l'armée iranienne dans son ensemble, mais une frappe chirurgicale contre la cohérence de l'Iran en tant qu'acteur militaire organisé. Les événements ont pris une tournure spectaculaire à 8h33, heure locale du Golfe Persique, lorsque l'USS Abraham Lincoln, croisant dans les eaux stratégiques, a reçu l'ordre final d'engagement. En moins de 6 minutes, une salve prodigieuse de 256 missiles de croisière Tomahawk Block 5 a été lancée, non seulement depuis le porte-avions, mais aussi depuis 4 sous-marins de classe Virginia dissimulés dans les profondeurs.
Ces missiles, fleurons de la technologie de précision à longue portée, ont fendu les airs vers leurs cibles prédéfinies. Les 48 premiers projectiles visaient spécifiquement les 8 centrales électriques principales alimentant les provinces côtières iraniennes. L'intention n'était pas la destruction totale des sites, ce qui aurait causé une catastrophe humanitaire prolongée, mais une destruction ciblée et technique des transformateurs et des systèmes de distribution vitaux. Ces composants sont réparables en quelques semaines, mais leur mise hors service immédiate rendait le réseau inutilisable pour les jours critiques à venir. À 8h41, les premiers impacts ont été signalés avec une régularité terrifiante. La centrale électrique de Bandar Abbas a vu son transformateur principal pulvérisé dès la première détonation. À Boucher, 3 impacts successifs ont anéanti les systèmes de distribution. La centrale d'Avaz, dans la province stratégique du Khouzistan, a subi 2 frappes directes sur ses générateurs de distribution régionale. En l'espace de 8 minutes seulement, 70% de la capacité électrique du réseau côtier iranien avait disparu, plongeant les installations militaires et de surveillance dans une obscurité technique totale. À 8h49, les systèmes de radar iraniens qui n'avaient pas de redondance énergétique autonome ont commencé à s'éteindre les uns après les autres, rendant le ciel iranien pratiquement aveugle face à la suite de l'offensive. La deuxième phase de l'attaque a débuté presque simultanément, avec 36 Tomahawks supplémentaires ciblant les 6 ponts stratégiques reliant les provinces côtières à l'intérieur des terres. Les structures monumentales sur la rivière Karun au Khouzistan, le pont surplombant le détroit de Keshm et les carrefours névralgiques de l'autoroute côtière d'Hormozgan ont été frappés avec une précision millimétrée. La destruction de ces infrastructures logistiques signifiait que tout mouvement d'un lanceur de missiles de 40 tonnes ou de renforts lourds verrait son temps de transit multiplié par 3, isolant de fait les forces de défense côtière de leur centre d'approvisionnement. Pendant que les missiles de croisière saturaient les défenses, une menace encore plus silencieuse et dévastatrice approchait à haute altitude. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit, ayant décollé de la base de Diego Garcia, ont atteint leur position de lancement au-dessus de la mer d'Oman à 8h52. Chaque appareil transportait 16 bombes GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, ou MOP, les seules munitions conventionnelles au monde capables de pénétrer plus de 60 mètres de roche solide avant d'exploser. Leur mission était d'éliminer 3 centres de commandement souterrains enterrés si profondément dans les montagnes de l'Atlas et du Zagros qu'ils avaient survécu à tous les engagements précédents. Les Tomahawks standards ne pouvaient rien contre ces bunkers nichés à plus de 50 mètres sous terre, mais les GBU-57 étaient conçus pour cela. À 8h54, le premier B-2 a largué 4 de ces monstres d'acier contre l'installation des montagnes du Zagros. La première bombe a pénétré 58 mètres de roche avant de détonner. La seconde, 4 secondes plus tard, a atteint 61 mètres. Les troisième et quatrième bombes se sont engouffrées dans le puits creusé par les premières pour exploser au cœur même de la structure. À 8h54 et 34 secondes, le centre de commandement qui coordonnait l'intégralité des opérations navales iraniennes depuis les entrailles de la Terre a cessé d'exister. Les 2 autres B-2 ont exécuté des attaques identiques dans les minutes suivantes, et à 9h03, les derniers bastions de commandement fortifiés de l'Iran étaient réduits au silence. Sur mer, la curée continuait. Les chasseurs F-18F Super Hornet décollant de l'USS Abraham Lincoln et de l'USS Gerald R. Ford ont lancé une vague combinée contre les derniers vestiges de la marine iranienne. Les missiles Harpoon Block 2 ont traqué les navires en port et en mer avec une efficacité chirurgicale. À 9h07, les premières détonations ont retenti sur les quais. 4 frégates de classe Mouche ont été prises pour cible. La première a sombré à 9h19 après 2 impacts directs, suivis par une deuxième à 9h22, tandis que les 2 dernières étaient éliminées avant 9h25. Dans le port de Jask, les patrouilleurs ont été vaporisés par des bombes guidées GBU-31 JDAM à 9h11, et les navires de ravitaillement essentiels à toute opération prolongée ont été envoyés par le fond par des torpilles MK-48A DCAP lancées par des sous-marins d'attaque. À 9h31, soit moins d'1 heure après l'expiration de l'ultimatum, l'opération militaire américaine avait atteint 94% de ses objectifs initiaux. Le détroit d'Ormuz était certes toujours fermé physiquement, mais l'infrastructure qui permettait à l'Iran de maintenir ce blocus comme un instrument de pression internationale avait été systématiquement éradiquée en seulement 58 minutes.
Sans électricité dans les provinces côtières, les systèmes de monitoring et de détection du détroit étaient hors service. Sans pont, renforcer les positions de défense devenait une mission impossible. Sans centre de commandement souterrain, toute tentative de coordonner une riposte à l'échelle nationale était vouée à l'échec. La marine de surface iranienne, jadis fierté du régime, n'était plus qu'un souvenir symbolique flottant entre deux eaux. Le bilan comptable de cette heure de guerre est aussi éloquent que brutal. L'utilisation de 256 Tomahawk Block 5, de 12 GBU-57 et de multiples sorties aériennes a dégradé la capacité électrique côtière de 70%, détruit 6 ponts stratégiques, éliminé les 3 principaux centres de commandement enterrés et coulé la quasi-totalité des actifs navals de surface. Le coût des munitions pour le contribuable américain s'élève à environ 680 millions de dollars. Une somme colossale, mais dérisoire comparée aux dommages infligés à l'Iran, dont l'infrastructure détruite est estimée entre 4 et 6 milliards de dollars. En choisissant d'ignorer l'ultimatum de Donald Trump, Téhéran a subi en 1 heure des pertes plus importantes et plus paralysantes que durant l'intégralité du conflit précédent. Ce reportage met en lumière une réalité nouvelle de la guerre moderne. La distinction fondamentale entre un conflit limité aux actifs militaires et une stratégie visant l'infrastructure systémique d'un État. Pendant des semaines, l'US Navy s'était contentée de frapper ce que l'Iran utilisait pour combattre. En 58 minutes, elle a frappé ce dont l'Iran avait besoin pour demeurer capable de combattre. Trump avait donné un délai, l'Iran l'a ignoré. Et la différence entre les capacités militaires américaines avant et après ce délai a été celle qui sépare la simple escarmouche de l'élimination structurelle d'une puissance régionale. Le silence iranien à minuit 1, ce 6 avril, restera sans doute comme la décision la plus coûteuse et la plus lourde de conséquences de l'histoire récente du pays. Aujourd'hui, alors que les fumées se dissipent sur Bandar Abbas et que le réseau électrique tente de se stabiliser, une question demeure au centre de toutes les analyses dans les capitales mondiales. L'Iran aurait-il dû accepter de négocier avant l'expiration du délai pour préserver son intégrité structurelle, même face à des conditions jugées inacceptables par son leadership? Ou bien ce refus était-il la seule réponse possible pour un régime dont le coût politique interne d'une capitulation aurait été encore plus dévastateur que la destruction de ses centrales et de ses frégates? Ce qui est certain, c'est que le paysage stratégique du Moyen-Orient a été redessiné en moins d'1 heure, prouvant une fois de plus que dans l'arène internationale, le pouvoir réel ne se contente pas d'être annoncé, il s'exerce avec une brutalité technique qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Les conséquences de cette nuit du 6 avril résonneront pendant des décennies, redéfinissant les rapports de force et les limites de la souveraineté face à une superpuissance décidée à faire respecter ses ultimatums par le fer et par le feu.